Le Japon, stupéfait, n'aurait jamais imaginé que la France pût être si avancée. Le Japon, abasourdi, n'aurait jamais cru que la France atteindrait un tel niveau. Un avion transportant 300 enseignants japonais venait d'atterrir en France, et un spectacle incroyable s'offrait à leurs yeux. Au terme d'une simple semaine d'observation, certains, les larmes aux yeux, déclaraient ne plus vouloir rentrer au Japon. Lorsque leur expérience se propagea à travers l'archipel, elle suscita une vague d'intérêt phénoménal. Les billets d'avion pour Paris s'arrachèrent en un instant, nécessitant même l'ajout de vols d'urgence. Finalement, même CNN dut couvrir de près cet événement. Qu'avait-il donc vu et ressenti en France? Je vais maintenant vous raconter ce voyage inoubliable. Bonjour, je m'appelle Fujiko Tanaka. Depuis plus de 30 ans, j'enseigne le japonais dans un collège public de Tokyo. Cet après-midi-là, se tenait la réunion régulière de la Fédération nationale des éducateurs. L'ambiance était plus électrique que d'habitude, car la salle était comble, remplie de 300 enseignants venus de tout le pays. Sur l'écran au-dessus de la scène était affiché « Annonce du thème du voyage d'études annuel à l'étranger ». Mon cœur battait la chamade. En 30 ans de carrière, je n'avais jamais eu l'occasion de participer à un tel voyage. Après un court silence, de grandes lettres apparurent sur l'écran. Paris, France. Je fixai à nouveau l'écran. Oui, c'était bien écrit France. Des soupirs de déception s'élevèrent de toutes parts. Pour être honnête, au fond de moi, j'étais également déçu. J'espérais visiter un pays scandinave, leader en matière d'éducation, ou une école d'élite aux États-Unis. De la France, je ne connaissais presque rien, si ce n'est ces délicieux croissants, ces musées d'art ou les films d'auteurs que les jeunes professeurs aimaient regarder. L'image d'un pays à la pointe de l'éducation ne me venait absolument pas à l'esprit. L'atmosphère dans la salle se refroidit instantanément. Des murmures de plainte s'élevèrent des rangées du fond. Une jeune enseignante assise devant secoua la tête. Le président reprit le micro pour expliquer que le système éducatif français avait attiré l'attention du monde entier ces dernières années, notamment dans le domaine du numérique, grâce à sa politique de « territoire numérique éducatif ». Mais l'ambiance resta glaciale. Après la réunion, dans le couloir, je croisai un collègue d'Osaka. Lui aussi arborait un air déçu. Nous nous sommes regardés un instant, sans un mot. Un simple regard suffisait pour comprendre que nous partagions le même sentiment. Dans le train qui me ramenait chez moi, je regardais par la fenêtre le paysage familier de Tokyo défiler sous mes yeux, le cœur rempli de pensées complexes. C'était ma première opportunité de voyage d'études en 30 ans. Serait-ce une expérience enrichissante? De retour à la maison, j'annonçai la nouvelle à mon mari. En entendant le mot « France », il parut tout aussi perplexe. Nous ne connaissions presque rien de ce pays, si ce n'est qu'il était une nation européenne réputée pour sa gastronomie et sa mode. Le lundi suivant, dans la salle des professeurs, l'ambiance n'était guère différente. Les enseignants sélectionnés pour le voyage en France discutaient entre eux, mais personne ne semblait enthousiaste. On aurait dit qu'ils se préparaient pour un déplacement professionnel obligatoire. C'est alors qu'un jeune professeur entra, son smartphone à la main. L'écran diffusait une vidéo d'une école française. Les installations de la salle de classe semblaient plus modernes que je ne l'imaginais, mais je me dis que ce n'était probablement qu'une vidéo promotionnelle. La réalité serait sans doute différente. 2 semaines avant le départ, le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, MEXT, nous a envoyé un dossier d'information. C'était un livre épais détaillant le système éducatif français, les infrastructures scolaires et l'état de l'éducation numérique. En le lisant, de nombreuses informations m'ont surprise. Par exemple, toutes les écoles du pays disposaient d'une connexion Internet à très haut débit et chaque élève recevait une tablette numérique. Pourtant, je restais sceptique. Les chiffres sur le papier et la réalité peuvent être bien différents. La veille du départ, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Le poids de mes 30 années d'enseignement pesait sur mes épaules. Quelle signification ce voyage aurait-il pour le reste de ma carrière? Honnêtement, je n'avais pas de grandes attentes. Je le considérais comme un simple voyage d'1 semaine à l'étranger. J'étais loin de me douter que ce périple allait complètement bouleverser mes convictions pédagogiques de 30 ans et que ce pays nommé la France serait radicalement différent de tout ce que j'avais pu imaginer. L'aéroport de Narita était déjà bondé de bon matin. Les 300 enseignants venus de tout le Japon formaient une file d'attente si longue devant le comptoir d'enregistrement qu'on n'en voyait pas le bout. Je tirai ma valise, avançant lentement.
Les expressions des autres professeurs autour de moi étaient similaires à la mienne. Un homme d'une 60aine d'années, venu d'Osaka, n'arrêtait pas de bâiller, tandis qu'une enseignante de Fukuoka, appuyée contre sa valise, regardait fixement devant elle. Tout le monde semblait fatigué, comme s'ils accomplissaient une corvée plutôt qu'un voyage excitant. Après avoir terminé les formalités d'enregistrement et fait un tour dans les boutiques hors taxes, je me suis installé dans un café. Par la fenêtre, je regardais les avions s'aligner sur le tarmac. Dans une douzaine d'heures, nous atterririons à l'aéroport Charles de Gaulle. Ce n'était pas une distance insurmontable, mais mon cœur était lourd. À l'heure de l'embarquement, j'ai marché le long du couloir menant à la porte. J'ai salué quelques professeurs que je connaissais, mais tout le monde se contentait d'un sourire forcé. Bien que ce fût un voyage d'études, l'ambiance ressemblait plus à celle d'un voyage organisé sans joie. Je suis monté dans l'avion, je me suis assis à ma place et j'ai bouclé ma ceinture de sécurité. J'ai regardé par le hublot. À côté de moi était assise une enseignante de Kyoto, la cinquantaine. Nous avons échangé quelques politesses, mais la conversation n'a pas continué. Chacune était plongée dans ses propres pensées, attendant silencieusement le décollage. L'avion a commencé à rouler lentement sur la piste, puis sa vitesse a augmenté. Au moment du décollage, mon corps fut projeté en arrière. Le sol japonais est devenu de plus en plus petit, jusqu'à disparaître sous une mer de nuages. Les annonces à bord étaient faites en japonais, en français et en anglais. Le français que j'entendais avait une mélodie plus douce et élégante que je ne l'imaginais. L'uniforme des hôtesses de l'air était également très chic. La première impression n'était pas si mauvaise. Environ 2 heures plus tard, le repas a été servi. C'était une assiette raffinée avec un petit filet de bœuf, un gratin dauphinois et quelques légumes. La présentation était soignée. J'ai goûté une bouchée et j'ai trouvé que c'était plus frais et savoureux que prévu. La viande était tendre, les pommes de terre fondantes et les ingrédients semblaient de première qualité. Lorsque l'avion a commencé sa descente, mes oreilles se sont bouchées et mon cœur s'est légèrement accéléré. Était-ce de la nervosité ou de l'impatience ? Je ne pouvais que fixer le paysage par le hublot en attendant l'atterrissage. Lorsque les roues de l'avion ont touché la piste, un bruit sourd s'est fait entendre et mon corps a été projeté vers l'avant. L'avion a ralenti progressivement. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle était clairement visible. Il était immense. Sa structure de verre et d'acier scintillait sous le soleil. Dès la sortie de la passerelle, un air frais et sec m'a enveloppé. J'avais enfin posé le pied sur le sol français. Le long du couloir menant au terminal, d'immenses écrans numériques diffusaient des images des paysages français, des champs de lavande de Provence aux falaises d'Étretat, accompagnés d'une douce mélodie classique. Le plafond était une haute verrière, laissant entrer la lumière naturelle. Je me suis même arrêté pour lever les yeux et admirer. Bien que les aéroports japonais soient modernes, je n'avais jamais ressenti une telle impression d'espace et de lumière. En nous dirigeant vers le contrôle de l'immigration, un robot blanc s'est approché de nous. Il mesurait environ 1,50. Le robot s'est arrêté devant nous et a dit d'une voix claire en japonais « Bienvenue. Le contrôle des passeports est par ici. Je vous souhaite un agréable séjour. » L'enseignante de Kyoto a fait un pas en arrière, surprise. J'étais également stupéfaite. Je n'aurais jamais pensé qu'un robot puisse fournir des informations de manière si naturelle. Arrivé au contrôle de l'immigration, une rangée de portiques automatiques paraphes était installée. C'est un système où, après avoir scanné son passeport et reconnu son visage, le portillon s'ouvre automatiquement. Il n'y avait absolument aucune file d'attente. Quand mon tour est venu, j'ai scanné mon passeport et mes informations se sont immédiatement affichées à l'écran. Après la reconnaissance faciale, le portillon s'est ouvert, affichant le message « Bienvenue ». L'ensemble du processus a pris moins de 30 secondes. Après avoir passé la douane, un spectacle encore plus impressionnant nous attendait. L'aéroport était rempli de touristes étrangers. Il y avait des familles qui semblaient venir d'Amérique du Nord, de jeunes couples d'Asie du Sud-Est et des hommes d'affaires du Moyen-Orient. Des gens de toute nationalité, comme dans une exposition universelle. Des représentants du ministère de l'Éducation nationale français nous attendaient. Ils tenaient une grande pancarte sur laquelle était élégamment écrit en japonais et en français « Bienvenue à la délégation des enseignants japonais ». Un fonctionnaire d'environ 40 ans s'est avancé et s'est incliné poliment. Le long voyage a dû être fatigant. « Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez à l'aise cette semaine », dit-il. Son japonais était presque parfait. Il nous a expliqué qu'il avait été étudiant en échange au Japon. Nous avons suivi le fonctionnaire à l'extérieur de l'aéroport,
où 5 grands bus nous attendaient. Sur chaque véhicule était collée une pancarte « Délégation des enseignants japonais ». En montant à bord, une bouteille d'eau, quelques macarons et un guide touristique de Paris étaient posés sur chaque siège. Le bus a quitté l'aéroport en direction du centre de Paris. L'autoroute était bordée d'interminables bâtiments modernes et d'architecture haussmannienne. La vue sur Paris était magnifique. Les lumières de la ville et des monuments scintillaient comme dans une scène de film, en particulier la tour Eiffel qui brillait de 1000 feux dans la nuit. L'enseignante assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, murmura « C'est bien plus prospère que je n'imaginais. » J'étais d'accord. La ville semblait plus moderne, plus ordonnée que ce que j'avais en tête. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville. En entrant, j'ai été ébloui par les lustres en cristal et le sol en marbre. Des employés vêtus d'élégants uniformes sur mesure sont venus nous accueillir et se sont inclinés respectueusement en disant « Bonsoir, nous vous souhaitons un excellent séjour ». Leur attitude si polie m'a fait m'incliner en retour. J'ai reçu la clé d'une chambre au 15e étage. En ouvrant la porte, j'ai découvert une corbeille de fruits frais et une sélection de thé mariage frères. Il y avait aussi une petite carte écrite en japonais. Chaleureuse bienvenue à la délégation des enseignants japonais. J'ai ouvert la fenêtre. La vue nocturne sur Paris s'étendait à perte de vue. La Seine scintillait et les 2 rives étaient illuminées. Les gratte-ciel de la Défense se dressaient au loin. Je me suis assise sur le lit, repensant à la journée. Des installations avancées de l'aéroport Charles de Gaulle, du robot-guide, des portiques automatiques, à cet hôtel luxueux, tout avait dépassé mes attentes. Alors, c'était ça, la France. Cette pensée a commencé à germer dans mon esprit. Le lendemain matin, après le petit déjeuner à l'hôtel, nous avons pris le bus pour un collège parisien. Lorsque le bus s'est arrêté devant l'école, c'était un bâtiment moderne de 3 étages. Le principal et son adjoint sont venus nous accueillir, tous 2 vêtus de costumes impeccables. Le principal a prononcé un discours de bienvenue dans un japonais fluide. Il a expliqué qu'il avait passé 2 ans au Japon en tant qu'enseignant d'échange. Après avoir pris le thé dans son bureau, la visite officielle de l'école a commencé. Le premier lieu était une salle de classe ordinaire. En ouvrant la porte, je suis resté bouche bée. Un immense tableau blanc interactif était installé à l'avant de la classe. Sur le bureau de chaque élève, il y avait une tablette. Lorsque l'enseignant envoyait un document via sa propre tablette, la même information apparaissait simultanément sur l'écran de tous les élèves. Les élèves prenaient des notes naturellement sur leur tablette. On ne voyait aucun manuel papier. Tout était numérisé. Au plafond, un petit écran affichait en temps réel la température, l'humidité, le niveau de particules fines, PM2,5, et la concentration de CO2 dans la salle. Le principal a expliqué que si le système détectait une baisse de la qualité de l'air, le système de ventilation s'activait automatiquement. La salle suivante était le laboratoire de sciences. Chaque élève disposait de son propre microscope et d'un équipement de laboratoire complet, rangé dans un casier personnel. Le plus surprenant fut la cantine. La cuisine était visible à travers une baie vitrée, permettant de voir tout le processus de préparation. Les cuisiniers portaient des uniformes, des masques et des gants. C'était très hygiénique. L'entrepôt des aliments disposait d'un système de contrôle automatique de la température et de l'humidité. La nutritionniste a expliqué que tous les ingrédients étaient livrés le matin même. Nous n'utilisons que des produits d'origine contrôlée et nous avons les informations sur les allergies de chaque élève pour leur préparer des repas personnalisés, a-t-elle ajouté. Sur un écran d'ordinateur, les données sur les allergies de chaque élève étaient stockées de manière systématique. Il y avait aussi un bar à salade où les élèves pouvaient choisir leurs propres légumes, et des fruits frais étaient proposés tous les jours. La dernière étape de la visite fut la salle des professeurs. Sur le bureau de chaque enseignant étaient installés 2 grands écrans d'ordinateur. De l'appel à la gestion des notes, en passant par les comptes rendus de consultation avec les parents, tout le travail administratif était effectué via un système numérique. On ne voyait presque aucun document papier. L'important est que les enseignants ne perdent pas de temps en tâches administratives, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à l'enseignement, a déclaré le principal. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. C'était si vrai. En quittant l'école, j'ai échangé un regard avec mes collègues. Nous pensions tous la même chose. Le Japon se considère comme un pays avancé en matière d'éducation, mais la France avait une longueur d'avance. L'après-midi, nous avons participé à une session d'échange avec plus de 200 enseignants français. À ma table,
Il y avait 3 professeurs de français de Paris et un professeur de Lyon. Ils semblaient tous avoir entre 30 et 40 ans. Nous avons commencé à discuter de manière informelle. Dubois, de Paris, a ouvert la conversation. J'admire beaucoup le système éducatif japonais, en particulier la manière dont vous enseignez la discipline et le sens de la communauté dans la vie quotidienne. C'est très inspirant. Son attitude humble m'a surprise, car d'après ce que j'avais vu aujourd'hui, les écoles françaises semblaient plus avancées. Au fil de la conversation, j'ai découvert le système de formation des enseignants en France. Madame Lefebvre a sorti sa tablette et m'a montré une application conçue pour les enseignants. Elle contenait de manière systématique des supports pédagogiques, des études de cas et des manuels de conseil aux élèves. Tous les enseignants doivent suivre au moins 60 heures de formation obligatoire chaque année, la plupart en ligne, ce qui est pratique et flexible. Un enseignant de Lyon a ajouté « Au début, je pensais que c'était une contrainte, mais après avoir suivi la formation, j'ai réalisé que le contenu était immédiatement applicable à mon enseignement, en particulier sur l'utilisation des outils numériques. Les élèves sont très intéressés. Ils ont également partagé leur façon de communiquer avec les parents, principalement via une application qui permet aux parents de suivre à tout moment les progrès et le comportement de leur enfant. La transparence renforce la confiance, a conclu M. Dubois. Les 2 heures sont passées très vite. J'ai ressenti le professionnalisme et le dévouement des enseignants français et j'ai vu comment le système éducatif les soutenait efficacement. Une bonne éducation ne vient pas seulement du dévouement, elle nécessite aussi un bon système de soutien. C'est ce que j'ai appris. Ce soir-là, vers 20 et 1 heure, de retour à l'hôtel, j'ai pris une douche et je me suis allongé, mais je n'arrivais pas à dormir. Les scènes de la journée tournaient en boucle dans ma tête. Je regardais par la fenêtre. Les rues de Paris étaient encore très animées. Soudain, j'ai eu envie de sortir me promener, mais j'ai hésité. Il était déjà plus de 22 heures. Serait-ce dangereux de marcher seul à l'étranger? Au Japon, je sors rarement seul le soir. Après avoir hésité un moment, j'ai décidé d'appeler la réception pour demander s'il était sûr de se promener près de l'hôtel. Un employé m'a répondu d'une voix joyeuse. « Bien sûr, madame. Le quartier est très sûr. Il y a même des supérettes à proximité. N'hésitez pas à vous promener. » J'ai enfilé des vêtements confortables et je suis sorti de l'hôtel. Il était 23 heures. Le personnel de la réception m'a salué en disant « Profitez bien de votre promenade ». Son attitude naturelle m'a un peu rassuré. En sortant de l'hôtel, la lumière des lampadaires éclairait toute la rue. Le trottoir était propre et bien entretenu. Il y avait un petit parc à intervalles réguliers. Même tard, il y avait plus de monde que je ne le pensais dans la rue, qui était encore pleine de vie. J'ai marché un moment et j'ai vu une scène surprenante. Une femme en tenue de sport courait seule. Elle portait des écouteurs et courait d'un pas léger. C'est une scène que l'on voit rarement au Japon. Une femme faisant son jogging seule à 23 heures. Un peu plus loin, j'ai vu un jeune couple poussant une poussette et se promenant tranquillement. Le bébé dans la poussette dormait paisiblement. Je me suis arrêté pour les regarder. Sortir avec un bébé au milieu de la nuit, avec une expression si détendue. À quel point cet endroit était-il sûr? Environ 15 minutes plus tard, j'ai vu une supérette bien éclairée. L'enseigne indiquait « Ouvert 24 heures divisé par 24 ». Je suis entré. Une jeune employée m'a accueilli chaleureusement. « Bonsoir ». Même tard, elle ne montrait aucun signe de fatigue. J'ai fait le tour du magasin. Il y avait des plats préparés, des sandwichs, des boissons, des glaces, des snacks, tout ce qu'on pouvait imaginer. La variété des plats préparés était particulièrement impressionnante. J'ai acheté une quiche lorraine et une bouteille de lait, puis je suis sorti m'asseoir à une table devant le magasin. J'ai pris une bouchée. C'était délicieux. La pâte était croustillante et la garniture savoureuse. Je n'arrivais pas à croire qu'on puisse acheter des aliments d'une telle qualité dans une supérette. Je suis resté assise là pendant environ 30 minutes avant de décider de rentrer à l'hôtel. Sur le chemin du retour, j'ai de nouveau regardé autour de moi. Les gens marchaient encore librement. Chacun profitait d'une nuit sûre et libre. La semaine est passée très vite. Le matin du dernier jour, en faisant mes valises, j'ai regardé la chambre. Je n'arrivais pas à croire que je devais déjà partir. J'ai contemplé une dernière fois le paysage parisien. Le soleil du matin se reflétait sur la Seine. En descendant dans le hall, les autres collègues affichaient également des airs nostalgiques. Dans le bus pour l'aéroport Charles de Gaulle, tout le monde était silencieux. L'atmosphère était radicalement différente de celle de notre arrivée. Une fois dans l'avion,
Assise à ma place, j'ai regardé par le hublot, me souvenant de mon arrivée une semaine plus tôt. À ce moment-là, je n'avais ni attente ni doute. Mais maintenant, c'était différent. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Gêné, j'ai essayé de les essuyer, mais elles continuaient de couler. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que mes collègues étaient dans le même état. L'enseignante de Kyoto s'essuyait les yeux avec un mouchoir, tandis que le professeur d'Osaka avait la tête baissée. Il y a une semaine, nous méprisions tous la France, la connaissant seulement comme un pays de gastronomie et de mode. Mais la France que nous avons vécue était complètement différente. C'était un lieu d'éducation avancée, une nation de technologie, et surtout, un endroit où les gens étaient chaleureux et civilisés. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport de Narita, le sol japonais familier m'a procuré un étrange sentiment de distance. En seulement une semaine, ma mentalité avait radicalement changé. De retour à la maison, j'ai raconté mon expérience à mon mari. Il était stupéfait. « Je n'arrive pas à croire que la France se soit développée si vite », a-t-il dit. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone en lui expliquant tout. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. C'était la semaine la plus significative de mes 30 ans de carrière. Un moment qui m'a permis de vraiment connaître la France, son éducation et son peuple. Plus important encore, cela m'a fait réaliser à quel point mes préjugés étaient erronés. Je dois y retourner. Je m'en suis fait la promesse. Une semaine après mon retour de France, l'ambiance dans la salle des professeurs était inhabituelle. Mes collègues étaient rassemblés, discutant avec animation. Quand je suis entré, un collègue m'a tendu son téléphone. Le titre en une de l'article disait « 300 enseignants japonais bouleversés par la France, un choc pour le monde de l'éducation ». L'article parlait de notre voyage d'études, expliquant qu'à notre retour, le monde de l'éducation japonais avait commencé à s'intéresser de près à la France. Les appels et les emails affluaient. Tout le monde voulait entendre des histoires sur la France. Dans les mois qui ont suivi, une statistique étonnante a été publiée. Les réservations de vol du Japon vers la France avaient augmenté de 400% par rapport à l'année précédente. Les voyages personnels d'éducateurs, en particulier, ont explosé. Tout le monde voulait voir les écoles françaises de ses propres yeux. 6 mois plus tard, je suis de nouveau monté dans un avion pour la France. Cette fois, avec mon mari. En arrivant de nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. Mon mari était émerveillé par tout ce qu'il voyait. Il n'arrêtait pas de répéter « Tout ce que tu as dit était vrai ». Alors c'est ça, la France. RT. Cette semaine a été très enrichissante. Nous avons visité plusieurs écoles, eu des échanges approfondis avec des enseignants français et même rencontré des fonctionnaires du ministère de l'Éducation pour discuter de futures collaborations. Jusqu'à récemment, je ne connaissais pas la France. Ou plutôt, je n'avais jamais essayé de la connaître. J'étais rempli de préjugés. Mais maintenant, c'est différent. La France est devenue ma deuxième patrie. Sur le chemin du retour, j'ai pensé que lorsqu'une personne change sa mentalité, les gens autour d'elle changent aussi. Et le monde change petit à petit. Le voyage en France de 300 enseignants est en train de changer toute la société japonaise. Avoir pu vivre une expérience aussi significative à la fin de mes 30 ans de carrière est une chance inestimable. Connaître ce pays appelé la France et partager cette expérience avec le plus grand nombre est le plus grand cadeau de ma vie. Regarder le monde sans préjugés, accepter la nouveauté. La France m'a appris cette leçon importante. Ce fut la plus grande révélation de mes 60 ans de vie.